Amour, haine et propagande, la guerre froide, avec Catherine Mercier. Pourquoi le monde a vécu dans la peur d'un holocauste nucléaire? La propagande de la guerre froide veut vous amener à aimer votre pays et ses héros, ses vedettes de rock, ses cosmonautes et même ses joueurs d'échecs. Et elle veut vous amener à détester l'adversaire et ses vedettes de rock, ses astronautes et ses joueurs d'échecs. Les États-Unis et l'Union soviétique sont passés maîtres dans l'art de produire des héros. Mais que faites-vous quand la propagande de votre pays commence à sonner faux? Au cours des années 60, une nouvelle génération de jeunes s'affirme et conteste ses dirigeants politiques. Autant à l'Est qu'à l'Ouest, cette jeunesse cherche à transformer le monde. Et pour y arriver, il lui faut un peu d'amour, de haine et de propagande. À l'Est, les communistes. À l'Ouest, les capitalistes. Entre les deux, le mur de Berlin, le symbole le plus éloquent de la guerre froide. Le mur crée une frontière physique. Berlin-Ouest est isolé au beau milieu de l'Allemagne de l'Est communiste. Dans les années 60, Berlin était au cœur de cette guerre froide entre communisme et capitalisme. L'atmosphère était étrange, les familles étaient divisées, on vivait dans l'insécurité et la crainte. Ce qui est fascinant avec Berlin divisé, c'est que chacun des camps peut se regarder et peut se comparer. Et c'est un peu comme si finalement on avait la guerre froide qui était réduite comme ça dans un bocal. Les communistes prétendaient que le mur était une barrière de protection antifasciste. Autrement dit, un bouclier contre la propagande de l'Ouest. Une chose est sûre, un mur ne peut rien contre le tsunami de la musique pop et rock qui inonde la planète. La plupart des baby boomers des deux côtés du mur aiment mieux faire l'amour que la guerre froide. Les Rolling Stones sont en tête du palmarès des groupes rock avec leur image de mouton noir. Ils sont en tournée à Berlin. On ne leur permet pas de jouer du côté communiste, mais il est clair que la musique va traverser le mur. Les leaders est-allemands n'apprécient pas. Pour eux, les groupes comme les Stones ne sont que des outils de propagande de l'Ouest. Le leader est-allemand Walter Ulbricht est loin d'être un fan. Est-ce qu'on doit imiter toutes ces ordures venues de l'Ouest? Qu'on en finisse, camarades, avec cette monotonie du yeah, yeah, yeah. Les autorités soviétiques, elles détestaient tout ce qui était une forme quelconque d'infiltration de la culture occidentale chez elles. Et au fond, elles avaient la conscience assez claire que cette musique, ces concerts, eh bien, c'était des éléments de guerre psychologique. Ursula Boykat, elle, préfère la musique classique. Elle est dans la jeune vingtaine et vit à l'Est. Elle rêve de bâtir un monde meilleur, un monde communiste. Elle aime le mur. Je sens qu'on a besoin du mur. Comme ça, on peut bâtir la société dont on rêve, sans sabotage de l'Ouest. Ursula, comme la plupart des jeunes Est-Allemands, fait partie des FDJ, ou Jeunesse allemande libre. Le mouvement, un peu comme des scouts ou des guides à saveur politique, s'adresse aux jeunes de 14 à 25 ans. Un de ses buts, combattre la propagande de l'Ouest. La propagande de l'Ouest ment à notre peuple. On fait croire des faussetés sur la vie à l'Ouest. Plusieurs y sont allés et ont été déçus. Et maintenant, ils ne peuvent pas revenir. La lutte contre la propagande de l'Ouest peut prendre des allures bizarres. Une des actions les plus folles de la FDJ visait les émissions radio de l'Ouest. Des membres de la FDJ montaient sur les toits pour plier ou réorienter les antennes tournées vers l'Ouest. Les autorités brouillent aussi les signaux radio de l'Ouest, ce qui rend difficile l'accès à la musique rebelle pour les jeunes Est-Allemands.
This is Radio Luxembourg, your station of the stars. It's time for Top 20. Hi, everybody. Mon petit frère Joachim écoute les radios de l'Ouest. Il est le seul de la famille. On n'est pas d'accord, mais on l'espère. Impossible de freiner l'invasion de la culture pop de l'Ouest, surtout le rock. Ce ne sont pas les groupes de rock et de musique populaire qui manquent en Allemagne de l'Est. Mais attention, pour se produire devant public, il faut un permis. Et pour obtenir ce permis, il faut jouer devant un jury. Parmi les critères recherchés, il y a l'efficacité sociale, plutôt difficile à cerner. Il va sans dire que la plupart des groupes repartent sans permis. La ville de Leipzig, par exemple, compte 58 groupes rock. 54 sont interdits. On sévit durement contre le rock'n'roll. Les musiciens qui désobéissent peuvent se retrouver en prison. L'attitude face à la musique rock n'était pas très cohérente. On frappait fort. On arrêtait des amateurs de rock, mais en même temps, on autorisait un album des Beatles. Absurde. Comble de l'absurdité, on a même tenté de créer une danse de la RDA, le Lipsi. Le Lipsi se dansait en couple, contrairement à ce rock plus débridé. Les autorités s'acharnent à apprendre de nouvelles danses aux jeunes. Mais l'entreprise n'est pas une réussite. Ils ont plus de succès quand vient le temps de créer des chanteurs vedettes. Dans les années 60, on fabrique tout un lot de stars de la pop communiste. Un des produits les mieux réussis, Frank Schöbel, l'idole de la musique pop est-allemande. Le premier 45 tours de Schöbel se hisse au sommet du palmarès. Pour la vidéo de la prochaine chanson du chanteur, les autorités veulent jouer la propagande au maximum. On lui demande de chanter en uniforme militaire. Pour les Allemands, le service militaire de 18 mois est obligatoire. On m'a ordonné de porter mon uniforme militaire. Le public était furieux. Il y avait visiblement un gouffre entre ce que les autorités trouvaient normal et ce que les fans voulaient. Les dirigeants n'aiment pas l'attitude de Schöbel. Ça n'affecte pas la carrière du chanteur, mais les autorités ne lâchent pas prise pour autant. Sans prévenir, on a interdit l'anglais dans tous les médias. Toutes mes chansons qui contenaient de l'anglais étaient bannies. C'était comme si elles n'avaient jamais existé. Les relations entre Schöbel et les autorités sont très tendues. On veut que la star de la propagande reste populaire auprès de son public, mais on ne veut pas perdre le contrôle. Schöbel doit satisfaire les autorités et ses fans. Il y arrive car il a appris à jouer le jeu. Pour faire carrière en RDA, il fallait se soumettre au système. Le gouvernement contrôlait toute l'industrie de la musique, les comédies musicales et les spectacles. Il fallait donc entrer dans le rang. Il est pratiquement impossible de dresser un mur contre la musique occidentale. Grâce aux radiotransistors, on peut écouter la musique partout. Les cassettes audio permettent de la copier facilement. Le rock'n'roll s'impose. Si les communistes semblent perdre la bataille de la culture dans cette guerre froide, ils mènent la course à l'espace. L'Union soviétique s'apprête à envoyer le premier homme dans l'espace. Yuri Gagarin deviendra bientôt une star planétaire. Premier homme à avoir effectué une orbite autour du globe, Gagarin entre dans l'histoire.
De retour sur Terre, il est accueilli en héros. La course spatiale a un impact considérable sur l'opinion soviétique. Il faut imaginer que tout le monde maintenant veut en être. C'est une espèce de gigantesque aventure collective et tout le monde se porte volontaire, s'avance et il y aura comme ça des individus presque sortis de l'anonymat qui vont rentrer dans le programme spatial. Pour le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev, l'exploit de Gagarine est un énorme coup de propagande. Dans cette guerre, tout ce qui compte, c'est d'arriver premier. Qui se souvient du deuxième homme dans l'espace? Tout ça pour dire que les Américains ont beaucoup de rattrapage à faire. Le président Kennedy est désespéré. Il doit à tout prix répliquer à la propagande soviétique. Il fait monter les enchères. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Les Américains sont loin d'être prêts, mais ils ont maintenant un objectif. La course à l'espace est lancée. Et les Russes ont une bonne longueur d'avance. Mais dans le bloc soviétique, la course spatiale en elle-même est un moyen de propagande technologique. Il s'agit de montrer qu'on a un savoir-faire, qu'on est capable d'agir. Mais côté américain, c'est une invention pour masquer une absence. Donc d'un côté, il y a une propagande qui dit « on est plus important technologiquement que ce que vous croyez » et de l'autre côté, il y a une propagande qui dit « on fera de toute façon mieux que vous ». De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains gagnent du terrain. Ils ont réussi à envoyer John Glenn en orbite et célèbrent en grand. Trois autres Américains suivront. Après le bel exploit de Gagarine, le défi pour Khrouchtchev, c'est de poursuivre sur cette lancée. Que peut-il faire pour prolonger cet état de grâce? C'est simple, répéter l'exploit. L'URSS va envoyer la première femme dans l'espace, mais pas une femme ordinaire. En fait, oui, une femme très ordinaire. C'était très important pour l'image que l'Union soviétique voulait donner de lui. C'était quelque chose qui illustrait la place de la femme dans la société soviétique. La femme qui est capable de faire les mêmes exploits que l'homme. Les autorités étudient toutes les lettres des cosmonautes volontaires. Après une batterie de tests, on choisit Valentina Tereshkova. Elle deviendra la première femme dans l'espace. Tereshkova est forte et disciplinée. Il le faut, car chaque détail de sa vie sera scruté à la loupe par les médias. Elle doit être irréprochable sur le plan idéologique. Les idéaux du parti me tiennent à cœur et j'ai essayé toute ma vie de respecter ces principes. Je ne changerai jamais de conviction. En plus, elle a un passé sans tache. Son père, chauffeur de tracteur, est mort en héros à la guerre. Sa mère, comme elle, est travailleuse du textile. Et Valentina est secrétaire de la Ligue locale des jeunes communistes. Pour le parti, c'est la candidate rêvée. Le 16 juin 1963, Valentina Tereshkova monte à bord du Vostok 6 et entre dans l'histoire. Горды за успехи, горды за вас, гордимся, что вы так хорошо прославляете наш народ, нашу родину, нашу партию. Après 3 jours en orbite, Vostok 6 regagne l'atmosphère terrestre. Khrouchtchev est aux anges. Il gagne encore une fois. La société bourgeoise souligne toujours que la femme est le sexe faible. C'est faux.
Notre femme russe a donné des leçons aux astronautes américains. Sa mission a été plus longue que toutes les missions américaines réunies. Tereshkova fait son entrée sur la scène mondiale. Comme propagande, les Soviétiques n'auraient pu faire mieux. Tereshkova, c'est une opportunité formidable pour la propagande soviétique parce qu'elle déplace la question sur le terrain social, qui est le terrain d'élection des communistes. En gros, ça permet aux propagandistes de dire, en Union soviétique, tout le monde a sa chance, il y a une égalité réelle entre hommes et femmes et donc entre les plus anonymes et les plus élevés du système. Et ça, les Américains ne peuvent pas le dire. Dans les années 60, la course à l'espace connaîtra bien d'autres grands moments, mais aucun n'égalera l'exploit d'Apollo 11. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Les États-Unis ont relevé le défi. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Sur toute la planète, 500 millions de personnes suivent la mission en direct à la télé. Forward, drift into the right level. Okay, engine stop. Drifting, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. C'était le rêve de Kennedy, mais c'est le nouveau président, Richard Nixon, qui exploite à fond cette réussite. Il déclare « C'est la plus grande semaine de l'histoire depuis la création de l'homme ». À venir, pendant 1 an, vous cachez de terribles photos. Si vous les montrez, les conséquences seront désastreuses pour le pays et vos frères d'armes. Que faites-vous? La guerre froide s'envenime. Un demi-million de soldats américains se battent au Vietnam. Leur ennemi, les communistes nord-vietnamiens qui veulent envahir le Sud et unifier le pays. L'Union soviétique appuie les communistes. C'est un problème colossal pour les dirigeants américains. Si le Vietnam du Sud tombe aux mains des communistes, les pays voisins risquent de connaître le même sort, les uns après les autres, tels des dominos. L'armée crée son propre corps de reporters et de photographes, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui vont être avec les soldats, qui vont suivre au jour le jour la guerre, et de cette manière, elle espère pouvoir faire passer son message, sa vision de la guerre, sa vision du conflit. Ron Haberly fait partie de la machine de propagande. Le jeune homme de 27 ans est intégré à une patrouille de combat de l'armée américaine en tant que photographe. C'est le récit de boys américains qui sont engagés loin de leur pays, qui sont en contrôle total de la situation et qui sont à la maîtrise d'une technologie militaire à la pointe. Ce jour-là, Haberly est en mission avec Charlie Company. Nous avons atterri dans des rizières et j'ai entendu des coups de feu venant du village. Les photos que Haberly rapporte de cette mission n'ont rien de spécial. Le porte-parole de l'armée parle de victoire. Nous avons attaqué une base du Viet Cong et tué 128 ennemis dans des combats intenses. C'est la version officielle et tout le monde la croit. L'histoire est reprise en Amérique, presque mot pour mot. Les Américains tuent 128 communistes. Les communistes vietnamiens ont aussi un service d'information sophistiqué. Pour eux, c'est de la propagande armée, parce que le message a la même force de frappe qu'une arme. Leur version de la même bataille est totalement différente.
Ils disent que c'est un massacre de civils non armés. Même au cœur de la jungle, ils arrivent à diffuser leur propagande au reste du monde. Le massacre de 500 civils a fait monter notre haine. Il faut attaquer l'ennemi sans cesse pour le punir. Une bataille, deux versions radicalement opposées. L'un crie victoire, l'autre parle de massacre. Que s'est-il vraiment passé? Ron Haberly sait ce qui est arrivé. C'est lui qui a pris les photos, mais il ne les a montrées à personne. Il y avait des Sud-Vietnamiens. Ils étaient peut-être une quinzaine, des femmes, des enfants qui marchaient sur la route, à peine 100 mètres devant nous. Et puis soudain, un GI a ouvert le feu avec son fusil M16. Haberly a vu ses compatriotes tuer des femmes et des enfants. J'étais comme dans un brouillard avec tous ces tirs. J'avais l'impression que ma caméra fonctionnait toute seule. Je vise, je prends une photo, je la pose. Ce jour-là, dans le village de My Lai, des centaines de civils seront tués. Haberly prend une photo de la seule victime américaine, un soldat qui, pour sortir de cette folie meurtrière, se tire une balle dans le pied. Mais l'incident de My Lai est gardé secret. Haberly ne remet pas ses photos du massacre à l'armée de peur qu'elles soient détruites. Un an passe et petit à petit, des bribes de l'histoire font surface. De retour aux États-Unis, Haberly prendra une décision qui changera sa vie et le cours de la guerre. Il donne ses photos de My Lai à son journal local, le Cleveland Plain Dealer, qui les publie. Très vite, ces photos se retrouvent dans les bulletins de nouvelles télé. And it says the picture shows a body taken by Ronald Haberly. Et comme si ce n'était pas assez, un soldat américain présent lors du massacre est interviewé à la grande émission d'affaires publiques 60 Minutes. I might have killed about 10, 15 of them. Men, women, and children. Men, women, and children. And babies. And babies. Haberly vend ses photos au magazine Life. Des millions de gens les voient, y compris des pacifistes. Il récupère les réponses choquantes de l'entrevue. And babies. Et les terribles images. Un chef-d'œuvre de propagande. On en imprime 50 000 affiches. Le monde entier les verra. C'était surtout utilisé pour convaincre l'opinion publique internationale que les États-Unis n'avaient rien à faire au Vietnam, que l'utilisation de la force était disproportionnée et qu'il fallait absolument soutenir la cause du Vietnam. Pour les Soviétiques, c'est une occasion en or de faire de la propagande. L'Union soviétique a exploité My Lai au maximum. Cette histoire avait été révélée aux États-Unis, du coup, elle devenait crédible. Les États-Unis ne pouvaient absolument pas nier ces faits. Les atrocités réelles et présumées commises par l'armée américaine au Vietnam ont été largement couvertes dans les journaux, les émissions de télévision et à la radio en Union soviétique. Les photos de Haberly vont jouer un rôle crucial comme élément de propagande anti-guerre. Le vent a tourné. Le soutien populaire envers le conflit ne sera plus le même.
Les anti-guerres mettent en place une propagande et comme toute propagande, elles n'hésitent pas à forcer le trait pour amener une certaine conclusion. Et My Lai, ça a été l'image très rapidement de la façon dans laquelle la guerre rendait les citoyens américains mauvais en fait. Ils étaient capables d'atrocités, ils étaient devenus des monstres. Avenir. La réputation de votre pays repose sur vos épaules. Comment garder votre sang-froid? Comment gérer le stress? Après la culture et la conquête de l'espace, sur quel front la guerre froide se jouera-t-elle? Humiliés par leur défaite dans la conquête de l'espace, les Russes cherchent un moyen de se venger, d'écraser les États-Unis, sans bien sûr blesser qui que ce soit. Le sport devient donc un outil de propagande essentiel, dans lequel les Américains et les Soviétiques investissent des sommes colossales. Une des épreuves de force les plus spectaculaires de la guerre froide se dispute devant un échiquier. 64 carrés, 2 rois, un seul vainqueur. Il faut être fort intellectuellement. C'est un jeu qui exige d'immenses capacités de la mémoire. Si on veut être le meilleur, bien sûr. Donc, être le meilleur dans le monde, dans le jeu d'échecs, ça veut dire forcément que le régime soviétique lui-même est capable de produire de tels joueurs, il est capable d'entraîner de tels joueurs, et donc il est supérieur aux États-Unis. Les Soviétiques dominent le monde des échecs. Leur héros, le champion mondial Boris Spassky. Il a tout à perdre et il sait que les enjeux sont énormes. Je n'aimerais pas être celui qui laisse aller le championnat à une autre nation. Ce serait grave, à bien des niveaux. Bobby Fischer est le meilleur joueur américain, mais il hésite à affronter Spassky. Les plus hautes instances du gouvernement américain font savoir à Fischer que son pays a besoin de lui. Il reçoit un appel du conseiller national pour la sécurité, Henry Kissinger. C'est le pire joueur au monde qui appelle le meilleur au monde. L'Amérique vous demande d'aller là-bas et de battre les Russes. Fischer répond à l'appel. Il est gonflé à bloc. Ce petit jeu entre moi et Spassky, c'est un microcosme de la situation politique mondiale. Bien des gens suggèrent que les leaders mondiaux se battent à main nue. Et c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Pas avec des bombes, mais c'est vraiment la guerre sur l'échiquier. Reykjavik, en Islande. Ici, un chapitre de la guerre froide se joue entre deux hommes représentant deux superpuissances. Voici comment le London Sunday Times décrit l'affrontement dans ce contexte de guerre froide. On ne pouvait trouver meilleurs acteurs pour ces rôles. Fischer, farouchement individualiste, aventurier, parfois téméraire dans sa vie comme aux échecs. Spassky, le bon bureaucrate soviétique, prudent, peu audacieux, fuyant. C'est donc une sorte de tournoi, une sorte de combat pacifique pour la domination mondiale. C'est une coïncidence formidable pour comprendre l'enjeu réel de la guerre froide, qui est une compétition idéologique. Le championnat se joue sur 24 parties. Spassky remporte le premier match de la série. Fischer prétend qu'il a perdu parce que le bruit des caméras l'a déconcentré et il ne se présente pas au deuxième match. Spassky est déclaré vainqueur. Le Russe a une avance de 2 matchs. L'Américain songe à rentrer aux États-Unis. On convainc Fischer de rester. Il gagne la 3e partie. C'est la première fois qu'il bat Spassky.
Fisher retombe sur ses pieds. Mais la route est longue. Le monde se passionne pour cette bataille entre deux hommes. À la 21e partie, c'est point de match. Fisher mène. À la fin de la journée, on ajourne la partie. Le lendemain, se sachant battu, Spassky concède la victoire. C'est une défaite humiliante. Bobby Fischer est le nouveau champion du monde. Ils doivent regretter maintenant d'avoir jamais joué aux échecs. Ils gagnaient tout depuis 20 ans. Ils se vantaient de leur force militaire et intellectuelle. J'ai eu le plus grand plaisir à démolir tout ça. De retour à New York, c'est la journée Bobby Fischer. Les échecs sont soudainement à la mode. Les ventes de jeux d'échecs explosent. Le petit gars de Brooklyn a remporté une grande bataille de la guerre froide. À venir, printemps 1968. Prague se soulève. Comment l'Union soviétique réagira-t-elle? En Tchécoslovaquie communiste, on se livre à une expérience radicale. Tout a commencé au printemps. C'est pour ça qu'on parle du printemps de Prague. Des artistes, des gens branchés, des personnalités médiatiques osent rejeter la propagande soviétique. Le gouvernement permet même une certaine liberté d'expression, d'information. C'est une époque grisante. Les gens osent poser des questions audacieuses sur le communisme. Ils ne veulent pas nécessairement s'en débarrasser, mais ils veulent l'améliorer. En fait, ce qu'ils souhaitent vraiment, c'est un peu moins de propagande et un peu plus de liberté. Olga Santova est au beau milieu de l'action en ce printemps de Prague. Elle travaille à la radio d'État et profite pleinement de la libéralisation. Ceci est la diffusion vers l'Amérique du Nord de Radio Prague Tchécoslovaquie et son magazine des ondes. Olga adore les nouvelles libertés du printemps de Prague. Olga Santova faisait partie du printemps de Prague et en tant que journaliste, elle pouvait à sa manière contribuer à la diffusion des messages et également les concevoir. C'est différent. Tout à coup, on n'a plus à soumettre au censeur chacune de nos paroles de nos émissions. Les nouvelles d'Olga étonnent les auditeurs. Les Tchécoslovaques n'ont pas l'habitude d'entendre parler de ce qui se passe vraiment chez eux. Olga est aussi entendue dans les pays communistes voisins. Et c'est là le danger. Les Soviétiques craignent de voir cette nouvelle liberté se propager. Pour un régime totalitaire, ça, c'est inacceptable. On craint qu'un printemps de Prague éclate dans d'autres pays communistes. Pour les Soviétiques, ces réformes étaient naturellement une menace. Parce que derrière l'expression socialisme à visage humain, les Soviétiques voyaient d'abord et avant tout le capitalisme. Moscou décide d'écraser ce mouvement réformiste. En pleine nuit à Prague, Olga est réveillée par la sonnerie du téléphone. Mon mari décroche et un confrère à l'agence tchécoslovaque de nouvelles lui dit que les Russes sont arrivés, qu'ils occupent le pays. Quand les gens se sont réveillés à Prague et dans toute la Tchécoslovaquie le 21 août, ça a été un énorme choc. On avait tous le cœur brisé. Olga se rend d'urgence à la station de radio. Elle est là quand les tanks soviétiques entrent dans la ville. Des milliers de Tchécoslovaques descendent dans la rue. Olga décide de résister. Elle décrit la violence en ondes. Il y a des coups de feu dehors.
La station de radio rapporte 25 morts. L'armée prend d'assaut l'édifice. Les soldats sectionnent les lignes téléphoniques et les câbles. Ils savent très bien que s'ils paralysent les communications, ce sera la fin de la révolution. Olga et ses collègues s'installent d'urgence dans un lieu secret et ils poursuivent la diffusion. Nous sommes terrorisés. On se dit, si les Soviétiques nous trouvent, l'important, c'est de survivre. Les communistes purs et durs tentent de reprendre le contrôle de la station de radio. Mais Olga, cachée dans un coin, continue à décrire les horreurs. Nous émettons sur la bande de 49 mètres. S'il y a du brouillage, essayez de nous syntoniser un peu à gauche ou à droite de cette longueur d'onde. Le seul médium qui ignore véritablement les frontières et donc qui ignore le rideau de fer, c'est la radio. C'est la radio qui est le seul médium qui est capable de franchir le rideau de fer, de communiquer, de transmettre des messages. Mais Olga et ses confrères ne peuvent tenir tête aux forces soviétiques indéfiniment. Ils se rendent. Olga est bannie de la radio tchèque. L'espoir que suscitait le printemps de Prague est anéanti. On a réussi à faire taire les voix de la dissidence. Il y a des échecs qui nourrissent l'avenir. Et c'est vrai que le printemps de Prague a semé quelque chose comme une lueur d'espoir. Et il y a toute une génération qui va s'appuyer sur cet effort qui a été fait en 1968 pour avancer dans la dissidence. Avenir. Quand l'État contrôle tous les médias, peut-on publier un journal secret? Et à quel prix? Natalia Gorbanevskaya est une jeune mère de 32 ans. Elle décide d'aller sur la place rouge dénoncer les événements de Prague. Elle s'y rend avec son enfant dans sa poussette et se joint à 7 autres manifestants. Dès qu'ils brandissent bannières et drapeaux, la police secrète, le KGB, débarque. Ils ont sauté sur nous et ont arraché nos bannières sans même lire ce qui était écrit dessus. Je me souviendrai toujours du son des bannières déchirées. 6 d'entre eux seront accusés. Cette fois-ci, Natalia est épargnée. Yuri Andropov, grand patron du KGB, présente un rapport au comité central. Les activités de ce petit groupe, sa propagande, ne touchent qu'une poignée de poètes et d'écrivains. Mais il commence à intéresser aussi des physiciens et des mathématiciens. Andropov a vu juste. Ces dissidents ne sont pas de simples badauds. Ils font partie d'un groupe bien plus grand qui diffuse une information que le gouvernement ne peut pas contrôler. Imaginez que toutes vos nouvelles proviennent d'une seule source, le gouvernement. Les informations sont censurées, aucune opposition, aucun point de vue divergent ne sont tolérés. Il n'y a pas d'Internet, pas de courriel, pas de téléphone cellulaire. Même pas moyen de manifester pacifiquement. Ça, c'est la Russie des années 60. Il doit bien y avoir une autre façon de s'informer. Il y en a une. Le samizdat. Samizdat, c'est un système d'édition par soi-même, par ses propres moyens. En fait, c'est un moyen de faire circuler l'information de façon souterraine. C'est-à-dire tout ce qui pouvait être réprimé par la censure circulait sous forme de samizdat. Natalia Gorbanevskaya et ses amis décident de publier leur propre samizdat. Ils l'appellent « Chronique des actualités ». On y parle de droits de la personne, mais on met en garde les lecteurs.
Nous aimerions que vous ne parliez pas de la chronique. Ne mentionnez même pas son existence. Natalia a toutes les raisons d'être prudente. Elle sait que le KGB la surveille. Elle utilise toutes les ruses pour ne pas être repérée. Elle paie un artisan pour qu'il modifie les lettres de sa machine à écrire, parce que le KGB a déjà des échantillons de ses écrits. Les caractères d'une machine sont uniques, comme les empreintes digitales, et peuvent être retracés. Elle ne parle de son travail à personne. Elle veut protéger sa famille et tous les gens associés à la chronique. Les peines étaient différentes et le KGB est devenu maître de l'application de ces peines à l'égard des dissidents. On pouvait les envoyer en prison et un autre moyen de réprimer les dissidents, c'était de les envoyer dans les hôpitaux psychiatriques. Pour les autorités, même un lecteur de samizdat mérite d'être puni. C'est des peines de prison ou de travail correctif dans le jargon soviétique de 5 ans et plus pour les personnes coupables d'avoir répandu ou diffusé cette littérature interdite. Les auteurs de samizdat vivent dans la peur constante d'être arrêtés par le KGB. Des 6 exemplaires qu'ils produisent, 5 sont remis à des amis proches. Le dernier est destiné aux médias étrangers. Ils le font passer grâce à des journalistes ou à des contacts dans les ambassades. Notamment la chronique, elle était envoyée à l'étranger et ensuite elle était lue dans les stations de radio qui étaient écoutées de façon illégale en Union soviétique. La chronique est donc susceptible d'être lue par des millions de personnes. Yuri Andropov utilise un langage pour le moins bureaucratique pour expliquer comment il entend réprimer les samizdats. Il serait utile de préparer les mesures nécessaires pour neutraliser et démasquer les éléments antisociaux impliqués dans les samizdats. Natalia avait raison d'avoir peur. Le KGB l'arrête et l'accuse d'activité contre l'État. On prétend aussi qu'elle souffre de schizophrénie latente. Pendant 2 ans, elle est internée dans un institut psychiatrique. Je n'aime pas l'expression « institut psychiatrique ». C'était plus une prison psychiatrique. Une prison psychiatrique, c'est le plus horrible endroit au monde. Même s'il était limité à un petit cercle de dissidents, le mouvement des samizdats a joué un rôle majeur dans la lutte pour préserver le droit à la contestation et à la libre expression en Union soviétique. Encore une preuve qu'au cœur de cette guerre froide, les jeunes des 2 camps ont le courage de leurs opinions. De chaque côté du rideau de fer, il y a eu une forme de résistance, d'opposition à la propagande qui a émergé, à la fois via l'information, mais aussi grâce au mouvement protestataire. Mais pour autant, tout le monde est conscient que la guerre froide continue et qu'à n'importe quel moment, le conflit peut exploser, peut dégénérer. Dans le prochain épisode, les années 80. La propagande mène le monde au bord du précipice. Les événements défilent à une vitesse vertigineuse. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Et l'Empire soviétique s'effondre. Guerre des mots. Le prochain épisode de Amour, haine et propagande, la guerre froide. Les objectifs et les enjeux de la propagande sont radicalement différents d'un pays à un autre. Si par exemple au Vietnam, on n'a pas les mêmes enjeux électoraux manifestement qu'aux États-Unis, la propagande est essentielle pour conquérir l'opinion internationale. Aux États-Unis, l'opinion internationale est un enjeu tout aussi important que pour la République démocratique du Vietnam, mais ce qui secoue profondément les États-Unis dans cette époque-là, c'est l'opinion publique interne, c'est les remous, c'est ce manque de confiance dans les institutions qui sont soit l'armée, soit la présidence, et tout ce genre de choses. Et c'est pourquoi, en fait, la propagande a des enjeux beaucoup plus grands aux États-Unis que ce qu'elle n'est au Vietnam. Les États-Unis ont une machine de propagande extrêmement puissante, mais au fur et à mesure du temps, elle ne peut pas empêcher la presse écrite
et les médias audiovisuels de donner une version plus complexe de la réalité et qui va à l'encontre du récit édulcoré qu'ils veulent bien faire diffuser. Entrevue. Et les terribles images. Un chef-d'œuvre de propagande. On en imprime 50 000 affiches. Le monde entier les verra. C'était surtout utilisé pour convaincre l'opinion publique internationale que les États-Unis n'avaient rien à faire au Vietnam, que l'utilisation de la force était disproportionnée et qu'il fallait absolument soutenir la cause du Vietnam. Pour les Soviétiques, c'est une occasion en or de faire de la propagande. L'Union soviétique a exploité My Lai au maximum. Cette histoire avait été révélée aux États-Unis, du coup, elle devenait crédible. Les États-Unis ne pouvaient absolument pas nier ces faits. Les atrocités réelles et présumées commises par l'armée américaine au Vietnam ont été largement couvertes dans les journaux, les émissions de télévision et à la radio en Union soviétique. Les photos de Haeberle vont jouer un rôle crucial comme élément de propagande anti-guerre. Le vent a tourné. Le soutien populaire envers le conflit ne sera plus le même. Les anti-guerres mettent en place une propagande et comme toute propagande, elles n'hésitent pas à forcer le trait pour amener une certaine conclusion. Et My Lai, ça a été l'image très rapidement de la façon dans laquelle la guerre rendait les citoyens américains mauvais en fait. Ils étaient capables d'atrocités, ils étaient devenus des monstres. Avenir. La réputation de votre pays repose sur vos épaules. Comment garder votre sang-froid? Comment gérer le stress? Après la culture et la conquête de l'espace, sur quel front la guerre froide se jouera-t-elle? Humiliés par leur défaite dans la conquête de l'espace, les Russes cherchent un moyen de se venger, d'écraser les États-Unis, sans bien sûr blesser qui que ce soit. Le sport devient donc un outil de propagande essentiel, dans lequel les Américains et les Soviétiques investissent des sommes colossales. Une des épreuves de force les plus spectaculaires de la guerre froide se dispute devant un échiquier. 64 carrés, 2 rois, un seul vainqueur. Faut être fort intellectuellement. C'est un jeu qui exige d'immenses capacités de la mémoire. Si on veut être le meilleur, bien sûr. Donc, être le meilleur dans le monde, dans le jeu d'échecs, ça veut dire forcément que le régime soviétique lui-même est capable de produire de tels joueurs, il est capable d'entraîner de tels joueurs, et donc il est supérieur aux États-Unis. Les Soviétiques dominent le monde des échecs. Leur héros, le champion mondial Boris Spassky. Il a tout à perdre et il sait que les enjeux sont énormes. Je n'aimerais pas être celui qui laisse aller le championnat à une autre nation. Ce serait grave, à bien des niveaux. Bobby Fischer est le meilleur joueur américain, mais il hésite à affronter Spassky. Les plus hautes instances du gouvernement américain font savoir à Fischer que son pays a besoin de lui. Il reçoit un appel du conseiller national pour la sécurité, Henry Kissinger. C'est le pire joueur au monde qui appelle le meilleur au monde. L'Amérique vous demande d'aller là-bas et de battre les Russes. Fischer répond à l'appel.
il est gonflé à bloc. Ce petit jeu entre moi et Spassky, c'est un microcosme de la situation politique mondiale. Bien des gens suggèrent que les leaders mondiaux se battent à main nue. Et c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Pas avec des bombes, mais c'est vraiment la guerre sur l'échiquier. Reykjavik, en Islande. Ici, un chapitre de la guerre froide se joue entre deux hommes représentant deux superpuissances. Voici comment le London Sunday Times décrit l'affrontement dans ce contexte de guerre froide. On ne pouvait trouver meilleurs acteurs pour ces rôles. Fisher, farouchement individualiste, aventurier, parfois téméraire dans sa vie comme aux échecs. Spassky, le bon bureaucrate soviétique, prudent, peu audacieux, fuyant. C'est donc une sorte de tournoi, une sorte de combat pacifique pour la domination mondiale. C'est une coïncidence formidable pour comprendre l'enjeu réel de la guerre froide, qui est une compétition idéologique. Le championnat se joue sur 24 parties. Spassky remporte le premier match de la série. Fisher prétend qu'il a perdu parce que le bruit des caméras l'a déconcentré et il ne se présente pas au deuxième match. Spassky est déclaré vainqueur. Le Russe a une avance de 2 matchs. L'Américain songe à rentrer aux États-Unis. On convainc Fisher de rester. Il gagne la 3e partie. C'est la première fois qu'il bat Spassky. Fisher retombe sur ses pieds, mais la route est longue. Le monde se passionne pour cette bataille entre deux hommes. À la 21e partie, c'est point de match. Fisher mène. À la fin de la journée, on ajourne la partie. Le lendemain, se sachant battu, Spassky concède la victoire. C'est une défaite humiliante. Bobby Fischer est le nouveau champion du monde. Ils doivent regretter maintenant d'avoir jamais joué aux échecs. Ils gagnaient tout depuis 20 ans. Ils se vantaient de leur force militaire et intellectuelle. J'ai eu le plus grand plaisir à démolir tout ça. De retour à New York, c'est la journée Bobby Fischer. Les échecs sont soudainement à la mode. Les ventes de jeux d'échecs explosent. Le petit gars de Brooklyn a remporté une grande bataille de la guerre froide. À venir, printemps 1968. Prague se soulève. Comment l'Union soviétique réagira-t-elle? Amour, haine et propagande, la guerre froide, avec Catherine Mercier. Pourquoi le monde a vécu dans la peur d'un holocauste nucléaire? La propagande de la guerre froide veut vous amener à aimer votre pays et ses héros, ses vedettes de rock, ses cosmonautes et même ses joueurs d'échecs. Et elle veut vous amener à détester l'adversaire et ses vedettes de rock, ses astronautes et ses joueurs d'échecs. Les États-Unis et l'Union soviétique sont passés maîtres dans l'art de produire des héros. Mais que faites-vous quand la propagande de votre pays commence à sonner faux? Au cours des années 60, une nouvelle génération de jeunes s'affirme et conteste ses dirigeants politiques. Autant à l'Est qu'à l'Ouest, cette jeunesse cherche à transformer le monde. Et pour y arriver, il lui faut un peu d'amour, de haine et de propagande. À l'Est, les communistes. À l'Ouest, les capitalistes. Entre les deux, le mur de Berlin, le symbole le plus éloquent de la guerre froide. Le mur crée une frontière physique. Berlin-Ouest est isolé au beau milieu de l'Allemagne de l'Est communiste.
Dans les années 60, Berlin était au cœur de cette guerre froide entre communisme et capitalisme. L'atmosphère était étrange, les familles étaient divisées, on vivait dans l'insécurité et la crainte. Ce qui est fascinant avec Berlin divisé, c'est que chacun des camps peut se regarder et peut se comparer. Et c'est un peu comme si finalement on avait la guerre froide qui était réduite comme ça dans un bocal. Les communistes prétendaient que le mur était une barrière de protection antifasciste. Autrement dit, un bouclier contre la propagande de l'Ouest. Une chose est sûre, un mur ne peut rien contre le tsunami de la musique pop et rock qui inonde la planète. La plupart des baby boomers des deux côtés du mur aiment mieux faire l'amour que la guerre froide. Les Rolling Stones sont en tête du palmarès des groupes rock avec leur image de mouton noir. Ils sont en tournée à Berlin. On ne leur permet pas de jouer du côté communiste, mais il est clair que la musique va traverser le mur. Les leaders est-allemands n'apprécient pas. Pour eux, les groupes comme les Stones ne sont que des outils de propagande de l'Ouest. Le leader est-allemand Walter Ulbricht est loin d'être un fan. Est-ce qu'on doit imiter toutes ces ordures venues de l'Ouest? Qu'on en finisse, camarades, avec cette monotonie du yeah, yeah, yeah. Les autorités soviétiques, elles détestaient tout ce qui était une forme quelconque d'infiltration de la culture occidentale chez elles. Et au fond, elles avaient la conscience assez claire que cette musique, ces concerts, eh bien, c'était des éléments de guerre psychologique. Ursula Boykat, elle, préfère la musique classique. Elle est dans la jeune vingtaine et vit à l'Est. Elle rêve de bâtir un monde meilleur, un monde communiste. Elle aime le mur. Je sens qu'on a besoin du mur. Comme ça, on peut bâtir la société dont on rêve, sans sabotage de l'Ouest. Ursula, comme la plupart des jeunes Est-Allemands, fait partie des FDJ, ou Jeunesse allemande libre. Le mouvement, un peu comme des scouts ou des guides à saveur politique, s'adresse aux jeunes de 14 à 25 ans. Un de ses buts, combattre la propagande de l'Ouest. La propagande de l'Ouest ment à notre peuple. On fait croire des faussetés sur la vie à l'Ouest. Plusieurs y sont allés et ont été déçus. Et maintenant, ils ne peuvent pas revenir. La lutte contre la propagande de l'Ouest peut prendre des allures bizarres. Une des actions les plus folles de la FDJ visait les émissions radio de l'Ouest. Des membres de la FDJ montaient sur les toits pour plier ou réorienter les antennes tournées vers l'Ouest. Les autorités brouillent aussi les signaux radio de l'Ouest, ce qui rend difficile l'accès à la musique rebelle pour les jeunes Est-Allemands. This is Radio Luxembourg, your station of the stars. It's time for Top 20. Hi, everybody. Mon petit frère Joachim écoute les radios de l'Ouest. Il est le seul de la famille. On n'est pas d'accord, mais on laisse faire. Impossible de freiner l'invasion de la culture pop de l'Ouest, surtout le rock. Ce ne sont pas les groupes de rock et de musique populaire qui manquent en Allemagne de l'Est. Mais attention, pour se produire devant public, il faut un permis. Et pour obtenir ce permis, il faut jouer devant un jury. Parmi les critères recherchés, il y a l'efficacité sociale, plutôt difficile à cerner. Il va sans dire que la plupart des groupes repartent sans permis. La ville de Leipzig, par exemple, compte 58 groupes rock. 54 sont interdits. On sévit durement contre le rock'n'roll. Les musiciens qui désobéissent peuvent se retrouver en prison. L'attitude face à la musique rock n'était pas très cohérente. On frappait fort. On arrêtait des amateurs de rock, mais en même temps, on autorisait un album des Beatles. Comble de l'absurdité, on a même tenté de créer une danse de la RDA, le Lipsi. Le Lipsi se dansait en couple, contrairement à ce rock plus débridé.
autorités s'acharnent à apprendre de nouvelles danses aux jeunes. Mais l'entreprise n'est pas une réussite. Ils ont plus de succès quand vient le temps de créer des chanteurs vedettes. Dans les années 60, on fabrique tout un lot de stars de la pop communiste. Un des produits les mieux réussis, Frank Schöbel, l'idole de la musique pop est-allemande. Le premier 45 tours de Schöbel se hisse au sommet du palmarès. Pour la vidéo de la prochaine chanson du chanteur, les autorités veulent jouer la propagande au maximum. On lui demande de chanter en uniforme militaire. Pour les Allemands, le service militaire de 18 mois est obligatoire. On m'a ordonné de porter mon uniforme militaire. Le public était furieux. Il y avait visiblement un gouffre entre ce que les autorités trouvaient normal En Tchécoslovaquie communiste, on se livre à une expérience radicale. Tout a commencé au printemps. C'est pour ça qu'on parle du printemps de Prague. Des artistes, des gens branchés, des personnalités médiatiques osent rejeter la propagande soviétique. Le gouvernement permet même une certaine liberté d'expression, d'information. C'est une époque grisante. Les gens osent poser des questions audacieuses sur le communisme. Ils ne veulent pas nécessairement s'en débarrasser, mais ils veulent l'améliorer. En fait, ce qu'ils souhaitent vraiment, c'est un peu moins de propagande et un peu plus de liberté. Olga Santova est au beau milieu de l'action en ce printemps de Prague. Elle travaille à la radio d'État et profite pleinement de la libéralisation. Ceci est la diffusion vers l'Amérique du Nord de Radio Prague Tchécoslovaquie et son magazine des ondes. Olga adore les nouvelles libertés du printemps de Prague. Olga Santova faisait partie du printemps de Prague et en tant que journaliste, elle pouvait à sa manière contribuer à la diffusion des messages et également les concevoir. C'est différent. Tout à coup, on n'a plus à soumettre au censeur chacune de nos paroles de nos émissions. Les nouvelles d'Olga étonnent les auditeurs. Les Tchécoslovaques n'ont pas l'habitude d'entendre parler de ce qui se passe vraiment chez eux. Olga est aussi entendue dans les pays communistes voisins. Et c'est là le danger. Les Soviétiques craignent de voir cette nouvelle liberté se propager. Pour un régime totalitaire, ça, c'est inacceptable. On craint qu'un printemps de Prague éclate dans d'autres pays communistes. Pour les Soviétiques, ces réformes étaient naturellement une menace. Parce que derrière l'expression socialisme à visage humain, les Soviétiques voyaient d'abord et avant tout le capitalisme. Moscou décide d'écraser ce mouvement réformiste. En pleine nuit à Prague, Olga est réveillée par la sonnerie du téléphone. Mon mari décroche et un confrère à l'agence tchécoslovaque de nouvelles lui dit que les Russes sont arrivés, qu'ils occupent le pays. Quand les gens se sont réveillés à Prague et dans toute la Tchécoslovaquie le 21 août, ça a été un énorme choc. On avait tous le cœur brisé. Olga se rend d'urgence à la station de radio. Elle est là quand les tanks soviétiques entrent dans la ville. Des milliers de Tchécoslovaques descendent dans la rue. Olga décide de résister. Elle décrit la violence en ondes. Il y a des coups de feu dehors. La station de radio rapporte 25 morts. L'armée prend d'assaut l'édifice. Les soldats sectionnent les lignes téléphoniques et les câbles. Ils savent très bien que s'ils paralysent les communications, ce sera la fin de la révolution. Olga et ses collègues s'installent d'urgence dans un lieu secret et ils poursuivent la diffusion.
sommes terrorisés. On se dit, si les soviétiques nous trouvent, l'important, c'est de survivre. Les communistes purs et durs tentent de reprendre le contrôle de la station de radio. Mais Olga, cachée dans un coin, continue à décrire les horreurs. Nous émettons sur la bande de 49 mètres. S'il y a du brouillage, essayez de nous syntoniser un peu à gauche ou à droite de cette longueur d'onde. Le seul médium qui ignore véritablement les frontières et donc qui ignore le rideau de fer, c'est la radio. C'est la radio qui est le seul médium qui est capable de franchir le rideau de fer, de communiquer, de transmettre des messages. Mais Olga et ses confrères ne peuvent tenir tête aux forces soviétiques indéfiniment. Ils se rendent. Olga est bannie de la radio tchèque. L'espoir que suscitait le printemps de Prague est anéanti. On a réussi à faire taire les voix de la dissidence. Il y a des échecs qui nourrissent l'avenir. Et c'est vrai que le printemps de Prague a semé quelque chose comme une lueur d'espoir. Et il y a toute une génération qui va s'appuyer sur cet effort qui a été fait en 1968 pour avancer dans la dissidence. Avenir. Quand l'État contrôle tous les médias, peut-on publier un journal secret? Et à quel prix? Natalia Gorbanevskaya est une jeune mère de 32 ans. Elle décide d'aller sur la place rouge dénoncer les événements de Prague. Elle s'y rend avec son enfant dans sa poussette et se joint à 7 autres manifestants. Dès qu'ils brandissent bannières et drapeaux, la police secrète, le KGB, débarque. Ils ont sauté sur nous et ont arraché nos bannières sans même lire ce qui était écrit dessus. Je me souviendrai toujours du son des bannières déchirées. 6 d'entre eux seront accusés. Cette fois-ci, Natalia est épargnée. Yuri Andropov, grand patron du KGB, présente un rapport au comité central. Les activités de ce petit groupe, sa propagande, ne touchent qu'une poignée de poètes et d'écrivains. Mais il commence à intéresser aussi des physiciens et des mathématiciens. Andropov a vu juste. Ces dissidents ne sont pas de simples badauds. Ils font partie d'un groupe bien plus grand qui diffuse une information que le gouvernement ne peut pas contrôler. Imaginez que toutes vos nouvelles proviennent d'une seule source, le gouvernement. Les informations sont censurées, aucune opposition, aucun point de vue divergent ne sont tolérés. Il n'y a pas d'Internet, pas de courriel, pas de téléphone cellulaire. Même pas moyen de manifester pacifiquement. Ça, c'est la Russie des années 60. Il doit bien y avoir une autre façon de s'informer. Il y en a une. Le samizdat. Samizdat, c'est un système d'édition par soi. Et ce que les fans voulaient. Les dirigeants n'aiment pas l'attitude de Schöbel. Ça n'affecte pas la carrière du chanteur, mais les autorités ne lâchent pas prise pour autant. Sans prévenir, on a interdit l'anglais dans tous les médias. Toutes mes chansons qui contenaient de l'anglais étaient bannies. C'était comme si elles n'avaient jamais existé. Les relations entre Schöbel et les autorités sont très tendues. On veut que la star de la propagande reste populaire auprès de son public, mais on ne veut pas perdre le contrôle. Schöbel doit satisfaire les autorités et ses fans. Il y arrive car il a appris à jouer le jeu. Pour faire carrière en RDA, il fallait se soumettre au système. Le gouvernement contrôlait toute l'industrie de la musique, les comédies musicales et les spectacles. Il fallait donc entrer dans le rang. Il est
pratiquement impossible de dresser un mur contre la musique occidentale. Grâce aux radiotransistors, on peut écouter la musique partout. Les cassettes audio permettent de la copier facilement. Le rock'n'roll s'impose. Si les communistes semblent perdre la bataille de la culture dans cette guerre froide, ils mènent la course à l'espace. L'Union soviétique s'apprête à envoyer le premier homme dans l'espace. Youri Gagarin deviendra bientôt une star planétaire. Premier homme à avoir effectué une orbite autour du globe, Gagarin entre dans l'histoire. De retour sur Terre, il est accueilli en héros. La course spatiale a un impact considérable sur l'opinion soviétique. Il faut imaginer que tout le monde maintenant veut en être. C'est une espèce de gigantesque aventure collective et tout le monde se porte volontaire, s'avance et il y aura comme ça des individus presque sortis de l'anonymat qui vont rentrer dans le programme spatial. Pour le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev, l'exploit de Gagarin est un énorme coup de propagande. Dans cette guerre, tout ce qui compte, c'est d'arriver premier. Qui se souvient du deuxième homme dans l'espace? Tout ça pour dire que les Américains ont beaucoup de rattrapage à faire. Le président Kennedy est désespéré. Il doit à tout prix répliquer à la propagande soviétique. Il fait monter les enchères. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Les Américains sont loin d'être prêts, mais ils ont maintenant un objectif. La course à l'espace est lancée. Et les Russes ont une bonne longueur d'avance. Mais dans le bloc soviétique, la course spatiale en elle-même est un moyen de propagande technologique. Il s'agit de montrer qu'on a un savoir-faire, qu'on est capable d'agir. Mais côté américain, c'est une invention pour masquer une absence. Donc d'un côté, il y a une propagande qui dit on est plus important technologiquement que ce que vous croyez, et de l'autre côté, il y a une propagande qui dit on fera de toute façon mieux que vous. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains gagnent du terrain. Ils ont réussi à envoyer John Glenn en orbite et célèbrent en grand. Trois autres Américains suivront. Après le bel exploit de Gagarin, le défi pour Khrouchtchev, c'est de poursuivre sur cette lancée. Que peut-il faire pour prolonger cet état de grâce? C'est simple, répéter l'exploit. L'URSS va envoyer la première femme dans l'espace, mais pas une femme ordinaire. En fait, oui, une femme très ordinaire. C'était très important pour l'image que l'Union soviétique voulait donner de lui. C'était quelque chose qui illustrait la place de la femme dans la société soviétique. La femme qui est capable de faire les mêmes exploits que l'homme. Les autorités étudient toutes les lettres des cosmonautes volontaires. Après une batterie de tests, on choisit Valentina Tereshkova. Elle deviendra la première femme dans l'espace. Tereshkova est forte et disciplinée. Il le faut, car chaque détail de sa vie sera scruté à la loupe par les médias. Elle doit être irréprochable sur le plan idéologique. Les idéaux du parti me tiennent à cœur et j'ai essayé toute ma vie de respecter ces principes. Je ne changerai jamais de conviction. En plus, elle a un passé sans tache. Son père, chauffeur de tracteur, est mort en héros à la guerre. Sa mère, comme elle, est travailleuse du textile.
et Valentina est secrétaire de la Ligue locale des jeunes communistes. Pour le parti, c'est la candidate rêvée. Le 16 juin 1963, Valentina Tereshkova monte à bord du Vostok 6 et entre dans l'histoire. Горды за успехи, горды за вас, гордимся, что вы так хорошо прославляете наш народ, нашу родину, нашу партию. Après 3 jours en orbite, Vostok 6 regagne l'atmosphère terrestre. Khrouchtchev est aux anges. Il gagne encore une fois. La société bourgeoise souligne toujours que la femme est le sexe faible. C'est faux. Notre femme russe a donné des leçons aux astronautes américains. Sa mission a été plus longue que toutes les missions américaines réunies. Tereshkova fait son entrée sur la scène mondiale. Comme propagande, les Soviétiques n'auraient pu faire mieux. Tereshkova, c'est une opportunité formidable pour la propagande soviétique parce qu'elle déplace la question sur le terrain social, qui est le terrain d'élection des communistes. En gros, ça permet aux propagandistes de dire, en Union soviétique, tout le monde a sa chance, il y a une égalité réelle entre hommes et femmes et donc entre les plus anonymes et les plus élevés du système. Et ça, les Américains ne peuvent pas le dire. Dans les années 60, la course à l'espace connaîtra bien d'autres grands moments. Mais aucun n'égalera l'exploit d'Apollo 11. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Les États-Unis ont relevé le défi. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Sur toute la planète, 500 millions de personnes suivent la mission en direct à la télé. Forward, drift into the right level. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. C'était le rêve de Kennedy, mais c'est le nouveau président, Richard Nixon, qui exploite à fond cette réussite. Il déclare « C'est la plus grande semaine de l'histoire depuis la création de l'homme ». À venir, pendant 1 an, vous cachez de terribles photos. Si vous les montrez, les conséquences seront désastreuses pour le pays et vos frères d'armes. Que faites-vous? La guerre froide s'envenime. Un demi-million de soldats américains se battent au Vietnam. Leur ennemi, les communistes nord-vietnamiens qui veulent envahir le Sud et unifier le pays. L'Union soviétique appuie les communistes. C'est un problème colossal pour les dirigeants américains. Si le Vietnam du Sud tombe aux mains des communistes, les pays voisins risquent de connaître le même sort, les uns après les autres, tels des dominos. L'armée crée son propre corps de reporters et de photographes, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui vont être avec les soldats, qui vont suivre au jour le jour la guerre, et de cette manière, elle espère pouvoir faire passer son message, sa vision de la guerre, sa vision du conflit. Ron Haberly fait partie de la machine de propagande. Le jeune homme de 27 ans est intégré à une patrouille de combat de l'armée américaine en tant que photographe.
C'est le récit de boys américains qui sont engagés loin de leur pays, qui sont en contrôle total de la situation et qui sont à la maîtrise d'une technologie militaire à la pointe. Ce jour-là, Haber Lee est en mission avec Charlie Company. Nous avons atterri dans des rizières et j'ai entendu des coups de feu venant du village. Les photos que Haber Lee rapporte de cette mission n'ont rien de spécial. Le porte-parole de l'armée parle de victoire. Nous avons attaqué une base du Viet Cong et tué 128 ennemis dans des combats intenses. C'est la version officielle et tout le monde la croit. L'histoire est reprise en Amérique, presque mot pour mot. Les Américains tuent 128 communistes. Les communistes vietnamiens ont aussi un service d'information sophistiqué. Pour eux, c'est de la propagande armée, parce que le message a la même force de frappe qu'une arme. Leur version de la même bataille est totalement différente. Ils disent que c'est un massacre de civils non armés. Même au cœur de la jungle, ils arrivent à diffuser leur propagande au reste du monde. Le massacre de 500 civils a fait monter notre haine. Il faut attaquer l'ennemi sans cesse pour le punir. Une bataille, deux versions radicalement opposées. L'un crie victoire, l'autre parle de massacre. Que s'est-il vraiment passé? Ron Haber Lee sait ce qui est arrivé. C'est lui qui a pris les photos, mais il ne les a montrées à personne. Il y avait des Sud-Vietnamiens. Ils étaient peut-être une quinzaine, des femmes, des enfants qui marchaient sur la route, à peine 100 mètres devant nous. Et puis soudain, un GI a ouvert le feu avec son fusil M16. Haber Lee a vu ses compatriotes tuer des femmes et des enfants. J'étais comme dans un brouillard avec tous ces tirs. J'avais l'impression que ma caméra fonctionnait toute seule. Je vise, je prends une photo, je la pose. Ce jour-là, dans le village de My Lai, des centaines de civils seront tués. Haber Lee prend une photo de la seule victime américaine, un soldat qui, pour sortir de cette folie meurtrière, se tire une balle dans le pied. Mais l'incident de My Lai est gardé secret. Haber Lee ne remet pas ses photos du massacre à l'armée de peur qu'elles soient détruites. Un an passe et petit à petit, des bribes de l'histoire font surface. De retour aux États-Unis, Haber Lee prendra une décision qui changera sa vie et le cours de la guerre. Il donne ses photos de My Lai à son journal local, le Cleveland Plain Dealer, qui les publie. Très vite, ces photos se retrouvent dans les bulletins de nouvelles télé. And it says the picture shows a body taken by Ronald Heberly. Et comme si ce n'était pas assez, un soldat américain présent lors du massacre est interviewé à la grande émission d'affaires publiques 60 Minutes. I might have killed about 10, 15 of them. Men, women, and children. Men, women, and children. And babies. And babies. Haber Lee vend ses photos au magazine Life. Des millions de gens les voient, y compris des pacifistes. Il récupère les réponses choquantes de